Madame, Monsieur, bonsoir. Coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne, c'est ce que nous discutons dans Question d'actu ce soir. Les relations entre Rabat et Madrid avancent sur des bases plus fortes et plus solides. Cette région est la base de notre sécurité et de notre prospérité. C'est pourquoi il est très important de renforcer l'intérêt porté au voisinage sud. Fin de citation. C'est l'affirmation faite par le roi Felipe VI d'Espagne. C'était le mardi 10 janvier à l'occasion de la conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l'étranger. Le lendemain, hasard du calendrier, le ministère marocain de l'Intérieur annonce le démantèlement d'une cellule terroriste en coordination avec les services espagnols. Et suite à la réactivation en avril dernier de l'accord de sécurité avec l'Espagne, gelé pendant 3 ans, l'occasion est donc de revenir sur les contours de cet accord, ses objectifs et des actions menées ou à mener sur le terrain entre les deux pays. Les résultats, en tout cas, sont bel et bien factuels. Je viens de citer le tout récent démantèlement de cette cellule, mais pas que. Et comme ce qui a été rappelé par notre chef de la diplomatie, Nasser Bourita, au Forum régional de l'Union pour la Méditerranée, qui a confirmé que cette coopération, je cite, a beaucoup apporté non seulement à la sécurité du Maroc et de l'Espagne, mais de l'ensemble de la région. Nasser Bourita a également précisé que ce modèle doit être renforcé et promu. Et début de suite du débat en compagnie de mes invités, j'accueille sur le plateau de Questions d'actu un plaisir, encore une fois, de recevoir l'expert en sécurité et en géostratégie, Hassan Saoud. Bonsoir, colonel Saoud, merci de vous joindre à nous. Bonsoir madame, merci pour votre invitation et encore une fois, bonne année. Merci, merci beaucoup, colonel Saoud. Et j'accueille également sur le plateau de Questions d'actu professeur Abdelhafed Oualalou, membre de l'Institut marocain des relations internationales et vice-président, comme il le précise. Bonsoir Abdelhafed Oualalou et bienvenue à vous également. Merci madame pour cette aimable invitation et nous sommes prêts pour ce débat. Et encore une fois, bonne année. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir cette fois par Skype depuis Paris Abdelrahman Mekawi, expert militaire et ainsi que des affaires sécuritaires. Bonsoir Abdelrahman Mekawi, merci de vous joindre à nous depuis Paris. Bonsoir Khadija, et je présente à cette occasion mes meilleurs vœux de l'année à mes amis colonel Saoudi et à mon collègue qui est sur le plateau, Oualalou, et je crois que cette émission sera très pertinente pour vos téléspectateurs. Inch'Allah, nous le souhaitons, elle le sera certainement grâce à vos éclairages précis et pointus, de chacun de par son expertise. On parle sécurité, colonel Saoud. Alors, j'ai évoqué le démantèlement de cette cellule terroriste en coordination avec l'Espagne. Comment cela se passe concrètement quand deux services de sécurité coordonnent leurs efforts pour arrêter l'activité d'une cellule terroriste, comme ce fut le cas tout récemment, la semaine dernière, donc au Maroc? Ça ne date pas de la semaine dernière, ça a été toujours des opérations conjointes dans la lutte antiterroriste qui, ceci dit, n'ont pas arrêté au moment où il y avait cette diplomatie froide, comme vous le savez. Pratiquement, c'est une surveillance numérique, physique sur les réseaux sociaux concernant toute l'activité de ces cellules-là, avec leurs relations. Et on a l'habitude de voir des prolongements de cellules dormantes sur le territoire français et ailleurs. Et donc, c'est un travail de ce qu'on appelle un démantèlement préventif. Très bien. C'est-à-dire en cours de préparation, en cours d'organisation, avec une surveillance continue jusqu'au moment où le puzzle est réuni. Et à ce moment-là, qu'on déclenche conjointement ces opérations presque simultanément pour essayer de mettre fin à l'activité néfaste de cette cellule de part et d'autre de la Méditerranée. Alors, vous avez bien fait de préciser, et bien naturellement pour nos téléspectateurs aussi, que cela ne date pas
d'hier. Abdelrahman Mekawi, je vous interpelle justement là-dessus. Il y a eu un accord qui a été conclu en février 2019 à Rabat par le ministre de l'Intérieur Fernando Grande Marlaska, donc ministre espagnol, et son homologue marocain Abdelouafil Ftit. Cet accord de coopération dans la lutte contre la criminalité prévoit la lutte contre 18 types d'actes criminels. Quels sont les aspects de sa mise en œuvre sur le terrain, outre ces opérations conjointes comme celle-ci, notamment de lutte antiterroriste? On parle d'autres aspects aussi de criminalité. Premièrement, il faut rappeler que cette coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Espagne est étroite, continue et évolutive malgré les problèmes diplomatiques ou politiques qu'a connus dernièrement les deux pays. Donc, ces relations, ce partenariat sécuritaire repose sur deux piliers essentiels. Le pilier stratégique, qui exprime la volonté de deux États de protéger leur population et leurs biens et leurs intérêts vitaux. Ça, c'est au niveau stratégique. Cela se traduit par des accords politiques et opérationnels, comme l'accord de 22 avril 2019. Cet accord 2019 fixe un peu le canevas des objets qui constituent les menaces et les défis qui pèsent sur les deux pays et les deux pays. Ces menaces et ces défis sont bien rémunérés par l'accord de 2019 qui est par l'occasion publié à l'occasion de la visite du Premier ministre espagnol au Maroc, publié en 2020. Dans le BO officiel, le bulletin officiel espagnol. Ces sujets constituent le puzzle de toutes les menaces et de tous les défis que rencontre l'Espagne et que rencontre aussi le Maroc. Les deux pays voisins sont appelés à collaborer, à coopérer d'une manière réciproque, responsable, confiante pour éradiquer ces menaces. La première menace que l'accord, dans son article 14, stipule la question de la menace terroriste qui pèse sur l'Espagne et le Maroc. La deuxième menace, c'est la criminalité transnationale. La troisième menace, c'est l'immigration clandestine. La quatrième menace, c'est la cybercriminalité ou ce qu'on appelle les crimes électroniques. Donc, il y a plusieurs crimes, plusieurs menaces, plusieurs défis qui sont l'objet de cette collaboration entre les deux pays, surtout entre les deux ministères de l'Intérieur espagnol et marocain, et particulièrement la DGSN, la Direction générale de sûreté nationale espagnole, et son commissariat général pour l'information, et la DGSN marocaine et de surveillance du territoire marocain. Donc les deux organismes spécialisés dans la lutte de ces menaces sont appelés à collaborer légitimement et d'une manière continue, d'une manière vraiment fiable et sérieuse pour arrêter et mettre hors d'état de nuire toutes les organisations, tous les réseaux mafieux qui s'activent dans ces domaines qui affectent la stabilité, la prospérité, la sécurité de la population espagnole et marocaine. Très bien, la sécurité avant tout, vous faites bien de préciser que malgré la brouille diplomatique qu'il y a eu entre les deux voisins et partenaires historiques, eh bien, cette coopération sécuritaire a été maintenue malgré donc cette brouille diplomatique qui a bien sûr touché à sa fin l'année dernière. Abdelhafid Oualelo, quelle est la différence entre ce que l'on vient d'expliquer, donc ce partenariat sécuritaire très fort, entre autres, il y a d'autres partenariats, mais nous nous focalisons aujourd'hui sur le volet sécuritaire, avec tout simple ou de simples
relation de bon voisinage dans le droit international, dans les relations internationales? Oui, question très vaste, mais essentielle, étant donné que le contexte géopolitique de la région, la position géostratégique du Maroc, des accords historiques entre le Maroc, l'Union européenne, depuis essentiellement le processus de Barcelone, ce qu'on appelait le partenariat euro-méditerranéen, qui a conduit à la signature de l'accord d'association en novembre 1996. Et j'avais l'occasion et le plaisir d'assister à cette conférence de Barcelone en 1995. Et de ce fait-là, toute la coopération avec l'Espagne était aussi liée à une coopération avec l'Union européenne, le bon voisinage, l'accord d'association bien sûr, le statut avancé 2008, et puis tous les accords qui ont été signés avec l'Union européenne. Mais l'Espagne était centrale dans cette coopération sécuritaire, étant donné que nous avons la géographie, nous savons que le Maroc est la porte d'entrée pour l'Afrique, et toute problématique sécuritaire en Afrique, au Sahel, la région subsaharienne, c'est aussi la sécurité de l'Europe, comme le rappelle toujours M. Borrell, chargé des affaires étrangères et des questions sécuritaires au sein de l'Union européenne. Donc nous avons une coopération sécuritaire, comme ça a été rappelé par notre ami Mkawi, qui est étroite, qui est exemplaire du fait que le Maroc se caractérise par son expertise et son approche globale pour tout ce qui est sécuritaire. Et l'accord de 2019, qui a été signé le 13 février, qui a été publié au BO espagnol le 7 mars 2022 et qui est rentré en vigueur le 30 avril 2022 suite à cette visite des deux ministres de l'Intérieur qui sont les organes compétents pour ce genre d'affaires. Et pour vous dire que cet accord très important qui regroupe et qui fait vraiment l'ensemble de tous les domaines concernant la sécurité, le trafic des psychotropes, des crimes organisés, la traite humaine, le trafic illégal des armes, le commerce illicite de voitures, la protection de l'environnement, bien sûr, et la grande problématique, c'est l'immigration clandestine. Et là, je pense qu'il y a un grand débat sur cette question, puisque nous avons quand même ces deux villes marocaines, toujours occupées par l'Espagne, Ceuta et Melilla, et nous avons un voisinage, comme on dit, très difficile à l'est du Maroc, où, bien sûr, cette problématique de l'immigration ne concerne pas uniquement le Maroc et l'Espagne, mais aussi le voisin de l'Est et toute l'Afrique. Voilà, je pense que le débat est ouvert sur cet ensemble de problématiques qui sont traitées dans ce contexte géopolitique, comme je le dis. Et contexte géographique aussi, il faut rappeler que le Maroc est le seul pays quand même de la rive sud de la Méditerranée à avoir mis en œuvre un modèle, colonel Saoud, unique de stabilité et aussi de maintien de la sécurité, tout cela sous cette coupole de bonne gouvernance et de démocratie. On ne le rappellera jamais assez, c'est un exemple vraiment unique de cette rive sud de la Méditerranée. Comment cela, naturellement, en fait du Maroc un allié incontournable, mais aussi fiable. Il s'agit de confiance aussi. Vous avez évoqué tout à l'heure le voisin de l'Est. Il y a eu cette brouille diplomatique, ou en tout cas gazière, entre l'Algérie et l'Espagne, ce qui fait aujourd'hui de l'Algérie, peut-être même au moment où l'Europe avait vraiment besoin de cette ressource gazière, au moment où il y a eu cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et que toute l'Europe s'est tournée vers le sud, eh bien l'Algérie décide de fermer les vannes de son gaz vers l'Europe. Qu'est-ce qui, pas à titre comparatif, mais en tout cas, que signifie la confiance dans ce genre de relations de bon voisinage entre le Nord et le Sud, entre l'Europe et le Maghreb, et tout particulièrement ces deux pays? Vous savez, madame, comme disait Kissinger, la diplomatie n'avance que d'impasse en impasse. Et en ce qui concerne le partenariat hispano-marocain, il a dépassé cette étape
et il a actualisé l'accord, parce que comme vous l'avez cité et que les deux collègues l'ont cité, il est extensible, il va même jusqu'au blanchiment, etc. Mais il y a un volet important que j'aimerais évoquer, c'est le côté échange d'expertise et formation bilatérale des acteurs. Parce que c'est très important. Il y a dans l'accord le côté formation, c'est-à-dire des acteurs de la sécurité. Pourquoi le Maroc est considéré comme un acteur incontournable dans la coopération? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle l'approche globale et multidimensionnelle de la sécurité. Ça, c'est le label marocain. Et évidemment, cette approche qui concerne le social, le religieux, le sécuritaire et non limitatif a fait que le Maroc a cette vision et en créant, en agissant sur le social, on influe sur la sécurité, etc., etc. Ce qui est important, à mon avis, dans ce volet et surtout dans cet accord, c'est qu'il est stratégique, comme disait mon collègue Kawi, mais qu'il y a des déclinaisons territoriales. Et ça, c'est le plus important. C'est ça. Peut-être, si vous voulez, il y a le stratégique et il y a l'opérationnalisation. Et donc, il concerne, il faut le dire, les frontières maritimes, atlantiques et méditerranéennes. C'est très important. Quand un pays comme le Maroc, qui a 3500 km de côte, plus autant de frontières terrestres, on dit que la sécurité n'a pas de prix, mais il faut savoir que ça a un coût. Et le coût, tout le monde le sait qui est. Maintenant, qu'est-ce qui va se faire après cet accord? Eh bien, il y a des structures qui ont été créées qui sont très importantes. Il y a ce qui est commun. Je sais qu'on a créé maintenant des commissariats de coopération policière où, de part et d'autre, tous les acteurs de la sécurité sont représentés à Algeciras et à Tangemed. C'est très important. Des deux côtés, vous avez les responsables de la sécurité, la police, la gendarmerie, les forces armées royales, la marine royale et évidemment la gendarmerie royale. Et puis de l'autre côté, vous avez la Guardia civile et la police nationale qui sont dans les mêmes locaux et qui travaillent en coopération. Et c'est la même chose de l'autre côté. Ça, c'est une nouveauté qui est importante. Il y a aussi ce qu'on appelle les patrouilles mixtes, où, par exemple, la Guardia civile et la gendarmerie travaillent dans les mêmes, sur un bateau, sur un patrouilleur et tout ça. Et au niveau des états-majors, c'est assez unique dans la région. Non, ça n'existe pas. Voilà, vous savez, la coopération... Je parlais de l'unicité, en fait, du statut, on va dire, du Maroc vis-à-vis de ses voisins du Nord. Absolument. Il reste assez privilégié, assez unique. Et surtout avec l'Espagne. C'est la coopération la plus aboutie. Et vous avez aussi des organes stratégiques à Madrid et à Tanger, par exemple. La gendarmerie a un attaché de gendarmerie à Madrid. Il y a des officiers à Algeciras et un officier aussi aux îles Canaries. Donc, c'est des structures territoriales qui déclinent toute la stratégie. Vous avez la marine royale impliquée qui fait un travail de sauvetage énorme. Ça, on ne le dit pas assez. En 2021, 15 000 personnes secourues en mer. Qu'est-ce qu'on sauve qu'en vie humaine? Et puis, il y a évidemment les renseignements qui sont échangés. Justement. Donc, c'est très important, ces structures territoriales qui appliquent la stratégie nationale, plutôt binationale, dans les deux rives. Et ça, c'est une nouveauté, ça n'existe nulle part ailleurs. Abdelrahman Mekawi, justement, sur cette question d'échange d'informations, cet accord-là prévoit justement l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance dans l'activité opérationnelle d'enquête. C'est un peu ce qu'a expliqué Colonel Saoud, mais dans les faits, de quelle nature il s'agit, de quelles informations il s'agit ici, et aussi sur ce volet de formation. Comment justement est opéré ce partenariat et cette coopération en termes de sécurité et de lutte contre la migration nuisible, non, la migration illégale.
Oui, exactement. Mais avant de répondre à cette question pertinente, j'aimerais bien dire que l'Espagne et le Maroc sont liés pas simplement par des accords bilatéraux comme celui de 22 avril 2020 ou 2022, mais par des accords aussi multilatéraux. Ils sont membres tous les deux dans l'organisation d'Interpol. Ils sont aussi, à travers l'Espagne, collaborent dans l'organisation d'Europol et dans l'Office des Nations Unies pour la lutte contre la criminalité ou le terrorisme. Donc, il y a plusieurs canaux dans lesquels les deux pays se réunissent et s'échangent les informations. Pour la question de l'information, l'arme redoutable pour éradiquer le terrorisme et le crime organisé de toute nature est l'information et le renseignement. Le Maroc et la DGSN marocaine, avec la Direction générale de surveillance du territoire, a un maillage territorial qui couvre tout le territoire marocain et dispose d'une banque de données et d'objectifs qui est mise à jour au bout de chaque heure. Donc le Maroc a une banque dans tous les domaines, dans la lutte contre le terrorisme, contre la lutte des crimes organisés, contre le cybercriminalité, le commerce des traites, des blanches, le commerce des organes, la drogue, etc. Donc, tous les menaces et les défis qu'affrontent les deux pays. Donc, cette banque de données, c'est une banque. Donc, le renseignement est comme une marchandise, comme disait un général français. Il est échangé dans le cadre d'un troc contre une autre information ou contre un autre renseignement. Donc, le Maroc dispose de cet outil redoutable qui est une arme que les Marocains excellent dans sa maîtrise et dans son utilisation. Donc, le Maroc dispose de cette arme qui est importante dans la coopération sécuritaire avec l'Espagne. L'Espagne, malgré, elle dispose elle-même de moyens technologiques énormes pour lutter contre la cybercriminalité ou le cyberterrorisme et dispose aussi de plusieurs centres d'études qui suivent le terrorisme même au Sahel. Et il a des envoyés spéciaux espagnols qui sont présents sur le terrain, soit dans le cadre de la MINUSMA au Mali, soit dans le cadre au Tchad, en Libye. Ils ont une présence importante dans les pays du Sahel, qui est vraiment le fief, le foyer du terrorisme, surtout de Daesh et de Al-Qaïda, qui s'activent énormément, et avec les autres organisations de trafiquants ou les faux djihadistes, que appellent d'autres analystes stratégiques, des faux djihadistes. Donc l'Espagne est là aussi son mot à dire dans cet échange d'informations ou de renseignements. La visite de la commissaire générale à l'information ou du renseignement qui est chargée particulièrement à lutter contre le terrorisme et le crime organisé au Maroc, avec un staff très important, et la tenue d'une grande réunion, une grande messe policière à Melilla, spoliée de tous les sécuritaires, et ils ont mis le doigt sur un phénomène de l'utilisation de l'enfance et l'élément féminin par des organisations terroristes, comme on l'a vu dans la cellule démantelée avant celle d'El-Meria et Ch'touka Aïtba. Donc, les deux se complètent. Le Maroc a une stratégie, il a des spécificités techniques et humaines. Le Maroc se base sur plusieurs créneaux pour lutter contre ces menaces et ces défis. Et l'Espagne, de son côté, elle a les moyens
les moyens espagnols et les moyens européens. Oui. Parce que n'oublions pas que l'Europe est derrière l'Espagne. Absolument. Même dans l'accord du 22 avril, l'Espagne l'a rédigé avec Joseph Borrell, qui est chargé de la sécurité de l'Union européenne. Donc l'Espagne, comme le Portugal d'ailleurs, s'appuie beaucoup sur les finances européennes, sur l'Europol, sur le savoir-faire européen. Et le Maroc, il a son savoir-faire, elle a ses spécificités techniques et humaines. Et les deux pays se complètent justement pour protéger leur population contre l'instabilité, contre le terrorisme et contre les crimes organisés de tout genre. Exact. Alors, Abdelhafid Oualalou, il y a le contrôle des flux de migrants clandestins qui est aussi en jeu, et notamment à travers cette frontière espagnole. Alors, la gestion de la crise migratoire. Tout à l'heure, vous avez parlé, colonel Saoud, du coût. Au-delà de l'aspect purement financier, exorbitant d'ailleurs, qu'est-ce qu'implique cette coopération sur le volet migratoire? Et on connaît le sujet et la sensibilité du sujet chez nos voisins européens. Vous rappelez aussi que cette problématique de la migration et surtout de l'immigration clandestine a été toujours associée à tout ce qui est sécuritaire. Et d'ailleurs, dans le premier volet de ce processus euro-méditerranéen, nous avons sécurité, stabilité politique, dialogue politique, migration et sécurité. Donc c'est le premier volet. C'est sur cette base-là que toute la politique et tout le partenariat entre le Maroc, l'Union européenne et la coopération sécuritaire avec l'Espagne s'inscrit dans cette approche globale que j'avais rappelée au début. Rappelez aussi que pour tout ce qui est sécuritaire lié à la migration et surtout l'immigration clandestine, le Maroc a des relations très étroites avec l'OTAN depuis 2015 en tant qu'observateur et participe aux travaux de l'OTAN, des partenariats avec les Nations Unies, avec le groupe 5+5 Défense. Donc vous voyez un peu que le Maroc est présent au niveau international, mais pour ce qui est de l'immigration, je reviens à cette problématique qui est un grand défi pour nous en tant que pays africains, pour tout le continent africain, mais aussi ça relève aussi de la sécurité des Européens et de la rive nord. Le Maroc a une responsabilité dans cette Méditerranée occidentale, essentiellement dans cette région où il y a le grand trafic, où il y a une forte présence de l'immigration clandestine, partant des côtes marocaines avant. Maintenant, ça se stabilise et d'ailleurs les chiffres, les statistiques le montrent très bien. Depuis la déferlante 2015, avec tout ce qui s'est passé au Moyen-Orient, le dossier syrien et les problématiques avec la Turquie, les 3 milliards d'euros contre la fermeture des frontières entre la Turquie et la Grèce. Donc cette problématique a touché surtout l'immigration clandestine, où malheureusement notre voisin de l'Est, comme vous le savez, a essayé d'utiliser cette carte de l'immigration clandestine pour se venger de la nouvelle position de l'Espagne concernant notre question nationale, c'est-à-dire le Sahara, depuis la visite de M. Pedro Sanchez, reçu par Sa Majesté à Rabat, et toute la feuille de route qui s'est écrite juste après, qui regroupe essentiellement cette coopération économique culturelle, mais surtout sécuritaire. L'Algérie, pour revenir à l'Algérie, depuis 2017, l'Algérie a ouvert les vannes et il y a eu un déferlement des immigrés clandestins venant de l'Algérie, mais surtout des immigrés qui viennent du Soudan, qui viennent de la Somalie, qui viennent du sud libyen. Une fois que le mercenariat n'est plus payant en Libye, tout ce monde-là, bien armé, qui partent du sud libyen vers le sud algérien, et l'Algérie les conduit vers les frontières marocaines et vers le sud de l'Espagne. Malheureusement, nous avons remarqué que cette vengeance s'est accompagnée d'une expulsion systématique
de ces migrants, malheureusement, qui ont traversé tout le désert pour arriver au niveau de la Méditerranée et qui sont refoulés vers le désert du Niger essentiellement. On parle de 30 000 immigrés expulsés d'une manière systématique avec des tortures. Et ça a été relevé par l'organisation d'Amnesty, ça a été relevé aussi par les médias et par les journaux El País et El Mundo d'Espagne. Et ça a été vraiment un grand scandale au niveau international que l'Algérie ne respecte ni les conventions internationales signées en 2002 avec bien sûr l'Algérie, ni le droit international. Et ce qui fait qu'actuellement, nous avons une situation vraiment explosive où vous avez plein d'immigrés clandestins qui nous viennent. Et d'ailleurs, ça a expliqué ce qui s'est passé au niveau de Melilla, où nous avons relevé, après enquête, que la majorité de ces immigrés qui ont attaqué le mur barbelé, provenance du Soudan, de la Somalie, de la Libye et du Niger, sans parler bien sûr de ce qui vient de la région subsaharienne depuis des années avec ce conflit qui est au Sahel. Donc vous voyez, c'est une problématique qui intéresse essentiellement cette coopération sécuritaire qui est très étroite, très exemplaire entre le Maroc et l'Espagne. Et d'ailleurs, on se félicite de cette coopération sécuritaire qui a été consolidée par la feuille de route du 7 avril 2002, après la visite de M. Pedro Sanchez. Je voudrais aussi, si vous permettez, souligner avec un crayon rouge la formation, comme ça a été dit par notre ami Hassan, l'échange d'informations. Et je pense que c'est ça ce qui explique les mesures préventives et les mesures qui ont été prises d'une manière anticipée pour démanteler les cellules clandestines ou cellules mortes qui existent dans la région de Nador, de Melilla, de Ceuta et qui vont vers la région de la Catalonia. Et je pense qu'il y a une forte coopération en ce sens. Et c'est ça ce qui fait la force du Maroc, par son expertise, mais par cette coopération très étroite avec l'Espagne et surtout entre les deux polices. D'ailleurs, rappelez qu'au mois d'août 2022, le PDG de la police espagnole, M. Perodo, a été reçu par M. Abdelatif El-Hamouchi. C'est un DG. Un DG, un directeur général, oui, par M. Abdelatif El-Hamouchi. Et il y a eu une conclusion de plusieurs accords vraiment opérationnels sur la formation, sur l'échange d'informations, mais aussi sur tous les aspects concernant la sécurité dont on a parlé tout à l'heure. Alors, après le bilan, j'ai envie de dire, place aux perspectives d'avenir et cette feuille de route qui devrait être donc consolidée et dont les priorités seront définies lors de la prochaine réunion prévue réunion au sommet. Comment se dessinent les contours de cette feuille de route, colonel Saoud, en sachant que beaucoup de choses ont déjà été faites et il y a une nouvelle conjoncture mondiale qui se dessine? Vous savez, le Maroc, ça a été dit, le Maroc a cette approche multi-acteurs et donc ça ne nous pose pas réellement de problème. Toute la problématique de la criminalité transnationale dans tous ces aspects cyber, ces aspects blanchiment, ces aspects de la migration, du terrorisme, de tous les trafics, on a un label presque unique. C'est que tous les acteurs participent en même temps dans l'échange. Ça vous donne beaucoup plus de percussions par rapport au problème. Et donc, en ce qui nous concerne, ça ne pose pas de problème. On oublie de parler de l'Europe parce que le Maroc a aussi des accords de partenariat avec l'Europe au-delà de l'Espagne. Sauf que, j'ai envie de le dire, et ça commence à se sentir, il faut que l'Europe sache que ses frontières sécuritaires se trouvent au sud de la Méditerranée et au sud de l'Atlantique. Ça commence à se savoir avec toutes les charges que cela, évidemment, inclut. Et c'est pour cela on sent ici et là l'Espagne et l'Europe pour des aides en instruments technologiques,
de pointe pour essayer justement d'aller dans... Parce qu'il y a ce côté humain, mais il y a le côté technologique qui est important, malgré que c'est fait sur, en ce qui concerne notre pays, sur l'argent des contribuables avec des sommes astronomiques que tout le monde connaît. Mais ce que je veux dire, il n'y aura pas de stratégie réussie sans le territoire. On peut inventer toutes les stratégies que l'on veut au niveau national ou au niveau binational. Exact. C'est la réalité du terrain qui doit commander tout ça. Et je pense qu'on repart de plus belle. D'après toutes les informations que nous avons, il y a une volonté d'accentuer cette coopération et d'augmenter les effectifs et les moyens. Donc c'est une question, quand je dis consolider, et si je vous interpelle sur les contours de cette feuille de route, il s'agit de garder ce qu'il y a aujourd'hui, mais en quantité, le doubler en termes de moyens, que ce soit des moyens financiers Absolument. Ou technologiques. Oui. Et de formations humaines aussi. Et humaines, voilà. Des ressources humaines, c'est très important. Et je constate que les modes, parce que ça va reprendre mais dans peu de temps, il y a encore des accords entre parties concernées, police, gendarmerie, garde civile, etc., marine royale, forces armées royales, forces auxiliaires, il ne faut pas oublier, d'actualiser un peu les modes opératoires compte tenu du background des expériences passées. Et ça, c'est très important. Il y a un retour d'expérience qui a été fait de manière à améliorer. Et je pense que les déclinaisons futures ne seront plus comme avant, mais au contraire améliorées quantitativement et surtout qualitativement pour une synergie beaucoup plus pointue. Et je pense qu'on y arrivera. L'essentiel pour moi, c'est de pérenniser ces accords en dépit des alliés politiques. Parce que j'allais interpeller justement Abdelrahman Mekawi, parce que l'Espagne est aujourd'hui à la veille de rendez-vous électoraux, ou du rendez-vous électoral par excellence, majeur. Quel avenir pour cette coopération sécuritaire si le gouvernement venait à changer, ou en d'autres termes, si le gouvernement basculait ou venait à basculer à droite? À droite ou à gauche, Khadija, la question de sécurité demeure une question constante et fondamentale pour tous les partis politiques. D'ailleurs, après le démantèlement de la cellule d'Elmeria et de Chtuka Ait Baha, on a vu l'ensemble des acteurs politiques apprécier le rôle du Maroc, de la direction de surveillance du territoire, dans cette action qui allait coûter cher à la population espagnole Almeria, parce que Daesh voulait frapper un coup très fort dans une ville très touristique qui est Almeria. Donc, tous les acteurs politiques s'accordent à dire que le choix du Maroc dans la coopération sécuritaire est inévitable. Il demeure vraiment un choix éternel. Simplement l'inquiétude qui se propage dans les think tanks espagnols, surtout dans le Centre royal d'études stratégiques proche des militaires, c'est la nouvelle génération des tekfiristes ou des djihadistes ou des terroristes. La nouvelle génération des terroristes opère d'une manière très nouvelle, ce qu'on appelle le djihad électronique, et utilise des créneaux et des réseaux dans la toile qui est vraiment très sophistiqué. Et les Espagnols investissent beaucoup d'argent justement pour renouveler leur base de données à partir de cette nouveauté qui est le djihad électronique. Donc, les Espagnols s'appuient aussi sur le savoir marocain, justement parce que le savoir marocain marie deux phénomènes, le renseignement humain et le renseignement technologique. Les deux renseignements nous donnent un peu l'efficacité
et la compétence de nos services de sécurité. Donc, il y a des études, beaucoup de think tanks qui s'intéressent à la coopération sécuritaire avec le Maroc, au phénomène de l'immigration qui se développe justement à chaque crise économique et dans le contexte actuel, parce que n'oublions pas que le terrorisme est une autre forme de guerre. On l'a vu comment la Russie ou l'Ukraine utilisent le terrorisme dans cette guerre larvée en Europe. Donc, le terrorisme est devenu une autre forme de guerre et toutes les armées, même l'armée espagnole, l'armée américaine, l'armée française, se développent en fonction du développement du terrorisme. D'ailleurs, ils se répartissent en petits groupes de soldats ou d'officiers pour lutter, éradiquer ce phénomène ou cet ennemi qui est devenu l'ennemi de tout le monde. Absolument. Abdelhafed Oualal, l'Espagne et le Maroc ont engagé aussi des négociations pour délimiter les frontières maritimes. Que peut-on attendre de ces négociations qui risquent d'être quand même assez compliquées? La feuille de route d'avril 2002, après la visite 2022, bien sûr, de M. Pedro Sánchez, a aussi indiqué qu'il faut engager des négociations et éviter toute position unilatérale, comme ça a été fait. Et là, je fais allusion à cette petite montagne pas loin des îles Canaries qui était à l'origine d'un certain malentendu, une certaine tension entre les deux pays, Maroc et Espagne, concernant cette richesse en minerais très recherchée. Et il fallait tracer ces frontières maritimes entre le Maroc et bien sûr l'Espagne, surtout avec les îles Canaries. Donc c'est une problématique qui est sur la table et je pense que tout le monde est d'accord pour une solution à l'amiable et d'une manière bilatérale dans l'intérêt des deux pays, étant donné que c'est une richesse et il faut la préserver, en plus des accords sur la pêche qui lient le Maroc et l'Union européenne et qui concernent d'une manière étroite et directe la centaine de bateaux espagnols. Je voudrais aussi rappeler que, en plus de cette coopération avec l'Union européenne, avec l'Espagne, concernant la lutte contre le terrorisme, le djihadisme, les groupes extrémistes et puis bien sûr l'immigration clandestine, le Maroc est partie prenante au niveau international avec les Nations Unies, puisque le Maroc abrite le siège du bureau du programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, et ceci en collaboration avec les Nations Unies, comme il est aussi coprésident d'un forum international avec le Canada actuellement. Et c'est son troisième mandat concernant cette coprésidence, pour vous dire que le Maroc, en plus de ce qu'il fait au niveau de l'Union africaine et la création de l'institut qui forme les imams, les ulamas et le réseau des ulamas africains, tout ceci vers cette coopération sécuritaire au niveau international, au niveau européen, au niveau africain et puis au niveau des relations bilatérales essentiellement avec la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, étant donné que le Maroc a une responsabilité dans cette partie de la Méditerranée qui est la Méditerranée occidentale, sans oublier bien sûr ce qui se passe sur la côte atlantique en liaison avec ce qui nous vient de l'Amérique latine comme trafic de drogue et autres. Donc vous voyez que le Maroc, avec cette position géostratégique, il est essentiel
dans cette coopération sécuritaire et l'Europe est demandeur, comme on dit. C'est l'Europe qui demande à ce que cette coopération, quelles que soient les tensions et crises politiques passagères, comme nous l'avons vécu entre le Maroc et l'Union européenne sur la pêche, ou avec l'Espagne concernant la visite de, soi-disant, Brahim Ghali dans la région Catalonia. Je pense que cette coopération sécuritaire s'impose. Malheureusement, il y a une absence de coopération sécuritaire avec nos voisins de l'Est qui, eux aussi, sont impliqués dans cette lutte contre le terrorisme, étant donné que nous sommes membres d'un espace très large où les défis sont énormes et les menaces pour la sécurité dans cette région d'Afrique est très importante. Et tout le monde est concerné. Et comme je le dis, et comme le répètent nos amis européens, et M. Josep Borrell le répète à chaque fois, la sécurité de l'Europe passe par la sécurité de l'Afrique du Nord et du Sahel. Confirmé par le roi Felipe la semaine dernière, Felipe VI, avançant avec ces mots que cette région est la base de la sécurité et de la prospérité des Espagnols et des Européens. Dernier mot là-dessus, colonel Hassan Saoud, pour clore le débat. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon collègue Kawi au niveau des centres de réflexion. Le Maroc n'est pas en reste. Tous les think tanks marocains travaillent sur ces problématiques de radicalisation, de migration, de terrorisme et de gouvernance sécuritaire. Qui est partagé avec vos confrères, avec les confrères espagnols. Absolument. Et on fournit des réflexions sur l'Institut royal des études stratégiques a travaillé sur ces problématiques pendant longtemps. L'OCP Policy Center, l'IMRI, tout le monde produit de la réflexion en marge de la réflexion des structures de l'État. Bon, dernier point, si vous permettez. On ne pourra pas maîtriser ni la problématique du terrorisme, ni celle de l'immigration dans ce giron régional sans une coopération au sein du Grand Maghreb. Malheureusement, nous sommes dans une organisation régionale qui est dans un coma prolongé, mais il est nécessaire, et j'espère que d'ici là, on puisse discuter ensemble de ces problématiques parce que, sous forme d'État individuel, on ne pourra pas venir à bout de tous ces phénomènes de sécurité. Oui, certainement pas. C'est sûr que quand on parle de coopération, il n'y a pas que la coopération bilatérale, mais multilatérale, d'autant plus que nous partageons, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs, le même espace géographique. Absolument. Dernier mot là-dessus. Ne choisit pas ses voisins, comme on dit. Abdelrahman Bkawi, ni sa famille d'ailleurs. Abdelrahman Bkawi, un dernier mot là-dessus. Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit mon ami saoudi, mais cette coopération entre les centres de recherche espagnols et marocains demeure très timide pour moi. C'est-à-dire en comparaison avec ce qui se passe comme coopération dans ces centres en Europe. Ils sont appelés à renforcer davantage leur coopération parce que le phénomène des crimes organisés ou du terrorisme évolue très vite, soit entre les deux pays, soit dans notre région. J'observe que l'Algérie boycotte toutes les réunions des organisations intéressées par la lutte contre le terrorisme et le crime organisé et même l'immigration clandestine. Actuellement, les chiffres et les statistiques espagnoles parlent de milliers de jeunes Algériens qui arrivent sur les côtes espagnoles. Et tous les appels européens, espagnols et même marocains pour justement créer une passerelle de coopération avec l'Algérie est rejeté par les généraux algériens. Donc, les Algériens ne veulent pas collaborer dans des phénomènes qui les menacent eux-mêmes et qui vraiment pèsent sur leur propre stabilité et leur propre sécurité algérienne. Donc, je partage bien la réflexion de mon ami saoudi, mais cette collaboration doit se situer au niveau des idées.
Les services de sécurité sont vraiment au four et au moulin, mais ils doivent être alimentés par des idées, par les think tanks, par les centres de recherche. C'est les idées qui combattent le terrorisme et le crime organisé. Absolument. Merci beaucoup, Abdelrahman Mekawi. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été avec nous depuis Paris ce soir. Merci beaucoup. Merci Abdelhafid Oualalou. Je voudrais juste une seconde vous rappeler que le Maroc est membre, élu, actuellement président du comité paix et sécurité de l'Union africaine. Et c'est très important pour renforcer cette coopération sécuritaire avec la rive nord de la Méditerranée. Et c'est très important pour l'Afrique aussi. Merci, colonel Hassan Saoud. Ok, bon, merci, madame. Et merci à vous pour votre fidélité à Question d'Actu. Très bonne soirée à tous.